les terriens de ce soir sont Michel Tabarot. Michel Tabarot, bonsoir. Alors, vous êtes maire du Canet, député des Alpes-Maritimes, secrétaire général de l'UMP. Et c'est vous qu'on voit à droite de Jean-François Copé, sur toutes les photos depuis 6 mois, à droite de Jean-François Copé. Donc, il restait de la place à la droite de Jean-François Copé. On a essayé de se faire une petite place, voilà. Autre terrien avec nous ce soir, Gilles Boulot. Alors, Gilles, vous présentez avec un grand succès depuis juin le 20h de TF1, et pourtant, on ne sait rien de vous. Vous voulez rester normal. D'ailleurs, même votre nom est normal, Boulot, alors que Boulot d'Arvor serait une autre gueule, quand même. Ou Poivre d'Ardisson. Autre terrien avec nous ce soir, Patrick Eudeline. Patrick Eudeline, bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le Karl Lagerfeld du rock? Vous portez des lunettes noires, on comprend rien à ce que vous dites, mais tout le monde vous adore. C'est le principal. Et Mustapha El Atrassi. Mustapha, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que vous êtes drôle, enfin, faudrait mieux, parce que vous êtes à l'affiche du Trévise. C'est ça. Et les gens comptent bien vous donner de l'argent pour que vous les fassiez rire. Hein. Exactement. Ouais. Je suis une prostituée de l'humour. Voilà, absolument. On m'appelle Zayo dans le milieu. Bravo. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Denis Carré, le psy français, mesdames, messieurs. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors Gilles Boulot, bonsoir. Oui, je sais, il n'est pas 20h, mais je rassure tout le monde. Gilles Boulot est tout à fait capable de faire de la télévision à 19h15. Hein. Difficilement. Difficilement, faut mais faut que je me réveille plus tôt. Ça vous fait quoi de savoir que dans 45 minutes, vous allez faire de la concurrence à Claire Chazal? Je fais pas de concurrence, c'est une offre différente. D'accord. Des choses comme ça. Alors, c'est vous qui, depuis juin, avez repris le légendaire fauteuil de Patrick Poivre d'Arvor au JT de 20h sur TF1. C'est vrai que sur le fauteuil, il y avait encore plein de cheveux. Non, mais il est possible que le fauteuil ait été changé. Alors, et puis, vous avez également trouvé les anti-sèches de Laurence Ferrari. Alors, il y avait marqué le président, c'est Sarkozy, le Premier ministre, c'est Fillon, et pense à sourire. Mais non, moi j'ai aussi des anti-sèches. Je me fais des. Bah oui, vous en avez aussi des moi, j'ai fiches. sans mes fiches, je suis voilà, personne. oui, hein, il faut, voilà. Alors, depuis votre arrivée, le JT de 20h de TF1 a gagné 640 000 téléspectateurs. Mais vous êtes resté simple et discret. Tout ce qu'on sait de vous, Gilles, c'est que vous avez 50 ans, vous faites du jogging 5 jours sur 7, de 40 minutes à 1h30. Plus quelquefois. Ah ouais? 2h15, 2h30. Non. Ah si. Vous êtes slim, hein, bravo. Alors, le rédacteur en chef de Voici déprime complètement. Ouais. Vous présentez le 20h de TF1, on vous a jamais vu sur une plage avec les seins nus. Il n'est jamais trop tard. Alors, on sait rien de vous, hein. Votre femme, par exemple, elle fait quoi dans la vie? Danseuse au lido. Non. Non. Ou alors, avant de me rencontrer, Oui. elle est journaliste. Ouais. Alors, vous avez déclaré, si on se dévoile trop, il ne faut pas s'étonner des retours de bâton. Je ne suis pas people. Je pense, enfin, je sais pas que je suis trop âgé, mais je suis arrivé dans ce métier trop âgé pour jouer ce jeu-là. Voilà. Il faut jamais se dévoiler, moi c'est Diams qui me l'a dit. Alors, quand vous prenez le métro, vous n'êtes pas rasé, vous avez des lunettes, personne ne vous reconnaît. Il y a 15 jours, je suis dans une boutique pour m'acheter des chaussures de ski. J'aime beaucoup le ski. Oui. Et j'étais, comme Jean-Claude Duss dans Les Bons et Fonds du ski, j'étais à Châtelet-Léal avec mes chaussures de ski toutes neuves dans la pochette. Et je voyais des gens qui me regardaient en disant « Mais on a un drôle de zig dans la rame de métro, quoi. » Mais les gens ne m'ont pas agressé, ils m'ont pas... Voilà, ils sont très Vous êtes respectueux. tranquille, l'avantage. Mais c'est vrai que vous êtes super discret. Et puis Jadas, à côté de vous, c'est Pete Doherty. Hein. Non. David est dans le même registre. Ouais. Alors, votre truc pour améliorer le JT de 20h de TF1, ça a été de faire moins de sujets. 14 sujets au lieu de 17, en 34 minutes. Vous avez multiplié les supports graphiques aussi. Et puis, vous n'hésitez pas à vous lever. Vous êtes prêts? C'est extrêmement difficile, parce que l'homme tronc doit se synchroniser, le haut du torse et le bas du ventre. Ah, vous avez de belles jambes, vous avez de très belles jambes. Bravo. Voilà.
Alors, vous êtes souvent debout. Le problème, c'est que ça vous oblige à mettre un pantalon pour présenter le journal, quoi. Ce que je ne faisais jamais avant. Bah non, mais Bruno Mazur, il le faisait en caleçon. J'avais le haut du tout. Non, pas en caleçon, j'étais en jean avec des baskets. Là, c'est C'était pas fini, irrespectueux. ouais. Alors là, depuis, il faut faire des efforts vestimentaires. Vous êtes debout, il faut bien fermer sa braguette. Hein. Combien de braguettes ouvertes en 8 mois? Aucune, mais beaucoup d'angoisse. Mais quand vous êtes debout, vous n'avez pas peur que quelqu'un vienne vous piquer votre place comme ça? Si. Alors la raison de ce succès, c'est également votre style à l'anglo-saxonne. Vous avez été longtemps correspondant de TF1 à Washington. Et c'est là-bas que vous avez trouvé votre petite coupe CNN Ah non, ils sont plutôt très mal coupés, les cheveux des Américains. Ah bon? On appelle ça la coupe preppy. Vous savez, c'est bien droit derrière, bien dégagé derrière les oreilles. Ouais. Quant aux femmes, elles sont toutes votre comme coiffure ça, est trop naturelle. Ouais. C'est plus sous Hélène Choucrouta. Oui, sous Hélène, Plus, c'est ça. plus comme ça. En tout cas, bravo. C'est quoi votre objectif? Que votre marionnette présente les Guignols de l'info? À mon avis, c'est pas que je suis ennuyeux, mais je pense que j'ai pas assez de relief extérieur pour que ça les intéresse beaucoup. Ah ouais? Faut être, ou alors, super brillant, super gaffeur, avoir un physique extraordinaire. Est-ce que j'ai un physique extraordinaire? Je suis comme vous, j'ai pas un physique extraordinaire. Non. On a les physiques. Lui... Non, lui, il est bel homme. Ah ouais, lui, il est beau. Ah, Lui, il est bel homme. Ouais. Mon voisin de droite, très honnêtement, dans le métro à Châtelet-Léal avec ses chaussures de ski, tout le monde le remarque. Jamais pas de chaussures Moi, de je ski. suis le David McCallum de l'info. Personne ne me remarque. Je suis transparent, dans l'homme invisible. Tu regardes le JT de 20h de TF1? Oui, ça m'arrive, évidemment. Ah Vous ouais? êtes levé à l'heure du 20h de TF1. Oui, oui. Bonne vanne de Gilles Boulot. C'est bizarre, ça puisse paraître. Vous devriez faire un talk show. Alors, Mustapha El Atrassi, rebonsoir. Je suis content de vous voir. Merci. Très content de vous voir. J'avais peur que vous soyez parti vous entraîner en Afghanistan. C'est un projet. C'est un projet pour cet été. Voilà. Ah, toujours ce zozotement qui fait que malgré toutes les horreurs que vous dites, on vous adore, Mustapha. Bah, merci beaucoup. Bah, voilà. C'est gentil. Alors vous, contrairement à Gilles Boulot, on sait tout de vous. On sait que vous avez joué à la Love Factory, l'usine à rire à Los Angeles, sur Sunset Boulevard. Et c'est vrai que les Américains riaient pas de vos blagues, en fait, ils riaient de votre accent. Écoutez, non, parce que j'étais pas connu pour le coup, donc j'avais aucun acquis, ils m'avaient pas vu à la télévision, j'ai été pris sur audition. Il y avait 50 personnes, c'est incroyable. Je suis passé 50e, surtout, je me suis tapé la pression des 49 comédiens qui jouent en anglais avant moi, qui avaient de l'expérience. J'étais avec des potes, je leur ai dit, il faut que j'y aille, c'est pas ma langue et tout, ça n'a pas marché. Je suis resté, ils en ont gardé que un pour jouer 3 mois là-bas et j'ai eu mon nom en grand sur la façade du La Factory. J'étais à Los Angeles, je l'ai vu. Je peux dire que c'est vrai. Bravo. Merci. On regarde à quoi ça ressemble. So my name is Mustafa, but everybody, nobody can pronounce it here in America. So apparently here, I'm Mufasa from the Lion King. So all the American people think that French guys are gay. Don't laugh. That's not true, okay? French people don't look like gay. Gay people look like French, it's different, okay? But I have a great technique to please a woman sexually. Just listen, guys, I have a great technique to please a woman sexually. When it's time to make love, I turn the lights off, and a black friend of mine comes and replaces me. Thank you very much. My name is Mustafa. Voilà, Mustapha El Atrassi à Los Angeles, à la Love Factory, bravo. Merci Et les beaucoup. Américains se marrent. Ils se marrent, ouais. Tu sais, si tu payes des gens correctement, ils se marrent, il n'y a aucun problème. Le dernier qui avait réussi avant toi, c'était Maurice Chevalier. Il avait le même accent en plus. Et Maxence, moins fort, non? Comment je dois le prendre? Ah bah comme Bien, un compliment. bien. Maurice Chevalier quand même. Il est resté pendant 50 ans le français le plus Et célèbre. voilà. aux Et États-Unis. Roland McDan, je sais pas si tu es au courant, il a eu le prix du meilleur stand-up étranger à l'époque. Ah, tu casses tout, là. Ouais, je sais, je sais pas si j'aurais dû en parler. Non, il s'était barré à l'époque parce qu'il avait un gimmick trop connu, il faisait lin-lin, je sais pas si tu te souviens. Ouais, oui, oui, et il allait au supermarché et tous les gens ils faisaient lin-lin comme ça. Et du coup, il s'est barré, il est devenu le meilleur stand-upper étranger à Los Angeles. Et voilà. Donc, Alors, il y a une chose que je ne savais pas, c'est qu'à Los Angeles, un graffeur très connu vous a proposé de faire un portrait de vous sur Melrose Avenue. Et là, pendant que vous bombiez, vous aussi, 6 voitures de keufs sont arrivées, direction la tôle. Et en tôle, il y avait des Mexicains. Et les bandits mexicains, quand ils ont commis un meurtre, ils se font tatouer une larme. ouais, moi aussi j'en avais une, mais c'était une vraie parce que j'avais peur. Comment tu sais ça? Je sais tout. Non, c'est extraordinaire. Oui, je me retrouve donc en prison avec des vrais meurtriers, quoi. Et je peux pas m'empêcher de déconner. Tu sais, on avait chacun une couette avec une pomme.
Et il y avait le plus gros gangster qui avait, c'est plus une larme qu'il avait, tout son visage n'était qu'une larme, et j'ai chouré sa pomme. Aïe, aïe, aïe. Rien à foutre, moi. Alors, Gilles, aux États-Unis, vous arrivez des trucs, vous n'avez pas un truc comme ça à raconter? J'étais arrivé depuis peu de temps aux États-Unis et il y a eu la période de Katrina où je suis parti pour 2 jours avec une brosse à dents. On est resté 6 semaines. Ah oui. Et donc j'étais un peu fatigué. Et au mois de novembre, à la Toussaint, je pars 3 jours en week-end en famille. J'étais cuit, j'étais fatigué. On va au fin fond de la Virginie, depuis Washington. Et j'appuie un peu sur le champignon. Et j'étais à 88 miles à l'heure sur une section qui était limitée à 55. Comme dans les films, une voiture me serre. Et le gars me fait les papiers, clac, clac, clac. Il dit, bon, bah, d'abord, vous allez aller en prison. Et ensuite, il faut que je vous explique, dans le comté, c'est 1 jour de prison par mile au-dessus de la limite. 88 moins 55, vous en tirez à moins de 30 jours de prison. Voilà, tribunal dans 15 jours. Et donc, je me suis retrouvé au tribunal entre un de vos copains mexicains, un père qui avait abandonné ses mômes, etc., etc. Et j'ai pris un avocat local, comme dans un film américain, qui était le meilleur pote du cousin de la belle-mère par la cuisse gauche du magistrat. Et j'ai plaidé la bêtise, l'analphabétisme et surtout le fait que je confondais, ce qui est quand même improbable, les miles et les kilomètres. Et donc ça m'a coûté quand même, pas le prix de la voiture, mais presque. Mais je ne suis pas allé en prison. Ah ouais, mais j'aurais eu peur. Moi, avec ma tête en prison, ça passe, mais t'aurais fait la savonnette. Ah là, c'était un peu... oui, ça aurait été un peu délivrance, hein, le film de John Borman. Voilà, c'était la paire de SLT. On se retrouve après la pub pour discuter de l'actualité de la semaine. A tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Tabarot, de Gilles Boulot, de Patrick Eudeline et de Mustapha El Atrassi. Alors Michel Tabarot, rebonsoir. Vous êtes donc la blonde que l'on voit tout le temps à côté de Jean-François Copé, mais qui n'est pas Nadine Morano. Je dis ça pour rassurer tout le monde. Vous êtes donc maire du Canet, député des Alpes-Maritimes, secrétaire général de l'UMP et surtout copéiste de choc. Alors en tant que soutien actif de Jean-François Copé, vous avez voté combien de fois, vous, dans l'élection pour la... C'est pas sympa. On a fait voter, en tout cas. On a eu, sur 300 000 adhérents, il y en a 175 000 qui se sont déplacés pour aller voter. Ensuite, on a eu une période un petit peu tendue, comme vous l'avez vu, mais on redémarre bien. Mais voilà. C'est réglé, là, ça y est. C'est réglé. Ça se passe étonnamment bien, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant, cette incapacité à compter les voix dans une élection interne, quand on veut gérer les déficits publics, quand même. Une élection très, très serrée. Très africaine. Les élections africaines sont un petit peu plus nettes au niveau des résultats. On a eu ce que le Parti socialiste a connu aussi il y a quelques années, une élection très serrée. Oui. Donc forcément, ça crée des tensions. On avait les chaînes d'infos, il y avait beaucoup de... Voilà, on était dans une période particulière. C'est de notre faute. Non, pas vraiment, pas vraiment. Alors finalement, tout ça s'est terminé comme à l'école des fans. Tout le monde a gagné. Et tout le monde a eu son cadeau. Vous, c'est secrétaire général. Ah, moi, j'ai été élue. J'ai été élue puisque pour la première fois, donc, on avait un ticket. Jean-François Copé m'a proposé d'être secrétaire général et le vice-président est Luc Châtel. Donc, par contre, nous avons fait depuis le mois de janvier un grand rassemblement avec toutes les sensibilités. Vous êtes copine avec Valérie Pécresse ? Écoutez, on a eu un petit accrochage qui n'a échappé à personne apparemment pendant cette campagne. On a travaillé ensemble et ça se passe bien. Alors, ce qui vous a donné le goût de l'engagement politique, ce sont les discussions autour de la table familiale. Il faut dire qu'il y avait matière à discussion. Votre père est Robert Tabarot, dit Le Rocher, ancien champion d'Afrique du Nord de boxe, poids moyen et mi-lourd. Alors, issu d'une famille de gauche, en fait, il a été l'un des fondateurs de l'OS à Oran. Il ne voulait pas que les pieds noirs quittent l'Algérie. Et plutôt que de rentrer en France, il a décidé de se battre jusqu'au bout en disant « on leur laissera rien ». Finalement, c'est dans l'Espagne franquiste qu'il se réfugiera, quittant Oran en 1962 avec sa femme enceinte de vous, et vous naîtrez à Alicante.
C'est une histoire importante qui a en partie, je pense, expliqué mon engagement politique, puisque cette période est une période douloureuse où il a fallu reconstruire avec la communauté pied noir un petit bout de France en Espagne. Ouais. Donc en arrivant en Espagne, votre père ouvre une pizzeria et il milite pour l'OS via l'association Solidarité et Union française. Et vous allez dans une école qui s'appelait la Nouvelle École française, créée par la communauté pied noir. En 1968, une loi d'amnistie gracie les membres de l'OAS. Et en 69, vous rentrez en France avec votre père et votre mère à Cannes. Et donc, j'arrive à l'âge de 7 ans, sans connaître personne, dans un pays qui était le mien, mais que je ne connaissais pas. Et surtout, une ville que j'apprends à connaître, à aimer, et qui m'a choisi 25 ans plus tard comme mère. Alors, votre père, en fait, a fait beaucoup au Canet. Il a créé les maisons des pieds noirs pour loger les rapatriés. Et finalement, un jour, il a eu la médaille du mérite. Donc, Voilà. Son idée, c'était bien que cette histoire reste dans les cœurs, qu'il y ait une réhabilitation aussi, parce que le départ a été difficile, douloureux, une histoire mal comprise. Vous assumez l'héritage familial, vous dites c'est mon ADN. C'est mon histoire. Ah donc vous êtes un peu contre la repentance. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde peut-être cette histoire avec les 50 ans de décalage et sans savoir exactement ce qui s'est passé là-bas. Donc forcément, je crois qu'il faut respecter tout ce qui s'est passé. On doit aller vers une réconciliation et travailler pour que les deux peuples se retrouvent. Est-ce que la France n'aurait pas dû conserver le pétrole et le gaz du Sahara? Parce qu'à l'époque, ça ne faisait pas partie de l'Algérie. On serait le Venezuela aujourd'hui. Voilà. Cette période de la décolonisation, les décisions ont été prises. Enfin, je crois qu'il faut plus, plus se poser la question sur ce qui devait être fait. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que le départ ne devait pas se passer comme ça. Voilà. La valise ou le cercueil, c'était difficile. S'il fallait que cette période s'arrête, elle devait s'organiser autrement. Prendre en considération aussi les hommes et les femmes qui avaient participé au développement de cette terre pendant 130 ans. Alors, le début de votre carrière politique, c'est en 81. Vous rejoignez le parti républicain avec Léotard, Longuet, Madelin. Ensuite, vous suivez Madelin à Démocratie libérale. Vous avez été la plus jeune adjointe au maire de France à 20 ans. Ensuite, vous êtes maire du Canet et puis député des Alpes-Maritimes. Alors pourquoi vous êtes fâché avec Ciotti et Estrosi? Nous avons connu quelques tensions, mais je pense que c'est pas totalement réglé, ça va se régler. Ça va se finir en mode Bouba la fouine dans pas longtemps. Alors Patrick Heline, rebonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un ancien membre du mythique groupe de rock punk Asphalt Jungle. Vous êtes une figure légendaire de l'underground parisien, l'un des derniers dandys des 70s, ex-alcoolique, ex-drogué. Pas drogué surtout, moins alcoolique, moins finalement. Et vous êtes ici ce soir parce que vous êtes toujours en vie. Oui, c'est formidable. Un big up. Alors Patrick, vous avez 58 ans. Vous les faites pas, hein? C'est gentil. Vous faites beaucoup plus. Non, mais faut croire que ça concerne. Oui. Vous dansez encore le pogo ou vous avez peur de vous péter une hanche? Non, j'ai jamais dansé le pogo, de toute façon. Vous avez marqué les années 70? Le problème, c'est que l'inverse est vrai aussi, Patrick. Ben voyons. Alors, je me souviens d'un portrait de Libé où on disait Patrick Heline n'a pas grimpé l'échelle sociale comme le voulait son père. Il a fait mieux. Il a traversé la vie avec grâce. Oh, c'est joli. Alors, votre père, oui. Il était peintre artisan et des fois à la maison il avait une blouse blanche. Ça vous rendait dingue, ça? Absolument, oui. Parce qu'il avait voulu à tout prix me mettre dans un collège de curé très bourgeois. À Stanislas. Voilà, exactement. Ouais. Et donc il y avait comme ça une sorte de dichotomie entre ce que je voyais à la maison et tout ça et ce qui m'obligeait. Les ambitions qu'il avait pour vous. J'avais honte quand mes petits camarades venaient à la maison. C'était pas assez bien, quoi. Voilà. Et à un moment, il vous demande de fréquenter le Racing pour rencontrer de riches héritières. Oui. Ça n'a pas marché parce qu'en 66, à l'âge de 12 ans, vous recevez le disque d'Antoine, Les Élucubrations, et depuis, vous avez arrêté de vous couper les cheveux, quoi. Voilà, exactement. Ensuite, vous découvrez rock et folk, Yves Adrien, Jean-Jacques Schul, vous devenez rock critique, et c'est l'époque où vous allez à la fac de Jussieu, avec des boots en python
et des vestes roses. Oui, c'est les 3 fois où j'ai foutu les pieds là-bas, je devais être habillé comme ça, oui, effectivement. Florent Pagny qui a récupéré les fringues. Hein. Ensuite, c'est le punk, Asphalt Jungle et la dope. Oui, mais c'était évident à l'époque. Voilà, c'était comme ça. Tous nos héros, entre guillemets, le faisaient. Et puis il y avait tout le mythe, William Burroughs, les écrivains, tout ça. Donc voilà, c'était ça ou rien, quoi. C'était de la bonne coke aussi à l'époque. Non, c'était de l'héroïne. C'est de l'héroïne. Ah, c'était de l'héroïne. Non, là, non, parce que la coke, ils mettent de la levure, de la farine, du sucre. Maintenant, si tu sniffes, t'éternues le lendemain, tu fais une chouquette. Donc, on l'envie cette période. Non, faut plus droguer, ça sert à rien, elle est très mauvaise, je confirme. Vous avez pris de l'héros pendant combien de temps? De vraiment accrocher à ça 2 ou 3 ans, quoi. Comme ça. Alors, vous êtes le dernier survivant d'Asphalt Jungle. Alors, c'est bien parce que ça évite les questions sur la reformation. Voilà, très bien. Déjà. En plus, j'ai pas envie, ça tombe bien. Et les autres membres du groupe ont voté pour Copé, apparemment. Alors, C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. C'est pour rire. Alors, de 1982 à 1994, vous foutez rien. Hein. Oui, ça a été une période un peu difficile. Les années 80, j'ai pas trop aimé, quoi. C'est la dérive. Hein. J'ai vaguement traîné à Actuel, écrit 2 ou 3 trucs. Mais vous avez écrit un pas livre pour le grand-chose. Sagittaire qui était formidable. Oui, peut-être, ouais. L'aventure punk. Ouais. Donc, vous foutez rien. Bon, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien? En fait, j'apprenais la musique classique. Ah oui. Oui, mais l'orchestration, tout ça, le piano, ça me passionnait. Ouais. Et voilà, et puis le temps est passé vite, quelque part. Voilà. Oui, il faut faire attention. Et c'est Virginie Despentes, en fait, qui vous redonne envie d'écrire quand elle vous envoie son bouquin Baise-moi. Ça a été une vraie rencontre, effectivement, quoi. J'ai adoré le livre, il m'a marqué, quoi. Vous voyez, il y avait une force dedans. Voilà, mais elle m'a réconcilié avec l'époque, à vrai dire. Ouais. Et puis, en plus, il y avait quand même, il y avait Houellebecq, Dantec, des gens comme ça. Je veux dire, l'écriture avait une importance, alors que la musique, on n'avait plus, ça servait plus à rien. C'était la techno, c'était ces choses-là. Et là, ça se passe pas mal. Hein. Vous faites quelques bouquins qui ont un certain succès, qui vous font remarquer. Et là, vous publiez chez Flammarion Vénéneuse. Alors, c'est une histoire d'amour passionnel entre un romancier raté qui a la cinquantaine et une super gonzesse de 23 ans. Vous dites, cette fille était le paradis et l'enfer. C'est un peu comme la dope, mais on y va quand même. Une fille bipolaire, hein. C'est elle qui m'a appris le mot. C'est-à-dire, avant, on appelait ça maniaco-dépressif. Et donc, j'ai appris par elle que maintenant, on disait bipolaire, en fait. Ouais. Bourré de médicaments. Oui, c'était la valise, j'ai jamais vu ça. Ouais. Mais c'était sa mère, en plus, qui est psychiatre, et qui lui... Voilà. Ah ouais. Genre, même Kurt Cobain ne prenait pas autant de lithium. Enfin, c'était... Elle était nympho, en plus, hein, gravement nympho. Hein. Oui, on peut appeler ça comme ça aussi. Oui. Mais il paraît que c'est... C'est lié avec la Ouais, que c'est bipolarité. lié, absolument. Elle est où maintenant? On la retrouvera. Vous dites, cette fille était un boulot à plein temps. Oui, c'était ça, oui. C'était impossible de rester tranquille, même d'écrire, de prendre une guitare, un piano, n'importe quoi. Elle était là, oh, je m'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, enfin, c'était comme ça. Ouais. Alors en plus, elle aime le fric. Elle vous dit sans arrêt que vous n'avez pas de pognon. Elle dit Bec Bédé, il a du pognon, lui. Oui, parce C'est que horrible. Frédéric la connaît bien aussi, finalement. Ah oui, d'accord. Moi, mais il la connaît quand même. Et ses On va parents, dire à ça. elle, vous détestez, hein? Forcément, de toute façon, ils auraient détesté n'importe quel homme, n'importe quel garçon qui serait arrivé dans sa vie. Mais moi, bon, en plus, artiste, le plus vieux, romancier, Ouais. ils ont dû faire Wikipédia, Google et tous ces trucs-là. Ah oui, oui. Je veux dire, le pape du punk, toxicomane, ça n'a pas dû leur plaire. Non. Donc voilà. Du coup, ils m'ont dénoncé aux impôts, tout ça, ils ont tout fait Ouais, pour... ouais. Alors elle vous voilà, quitte un compenser. jour. Bah, elle arrêtait pas de retourner chez ses parents et de revenir. Je suis allé la récupérer là-bas 2 fois. C'était voilà. Ouais. Et puis bon, un jour, effectivement, elle est pas revenue, quoi. Avec un torero, elle s'en va. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit, j'ai jamais su la vérité. Ouais. En vrai. Je suis pas sûr, ça me paraissait un peu plutôt l'histoire du torero, à vrai dire. Quand elle s'en va, vous pensez à la phrase de Gainsbourg après Bardot, comment on fait? Oui, parce qu'elle était quand même assez jolie. Très on va jolie. dire. Elle est où alors? Elle est où exactement? L'adresse? Elle est à Nîmes. Alors, Ce qui est à Nîmes, hein, tu te débrouilles. ce qui est vachement bien, c'est qu'un jour, vous êtes à Nîmes, vous tombez sur elle, elle est avec son mec, elle a un bébé, et elle vous dit quand même quand est-ce qu'on se voit? Est-ce que tu es à l'hôtel? Bah oui, puis j'ai répondu le seul truc à peu près intelligent. Pour une fois que j'ai dit un truc intelligent. Non, j'ai dit non, oui, bien sûr. Ouais. Vous aviez envie de dire oui? Non. Non. Non, une fois ça va, quoi. Ouais. Vous aviez donné. On va dire ça comme ça, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on ne croit pas une seconde que ça soit pas autobiographique quand on lit le bouquin. C'est vrai que c'est en jeu, c'est le premier livre en jeu. Il y a peut-être une raison, ouais. 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 Mais il te ressemble le gamin, il a une barbe, des lunettes. Exactement. En tous les cas, c'est vachement bien. Ça s'appelle Vénéneuse et c'est chez Flammarion. Bravo, merci. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Bruno Roger Petit, chroniqueur politique sur le site Le Plus du Nouvel Obs, que nous retrouverons sur ce plateau
après le magnéto. Le pape François va-t-il changer la face du monde? Au premier coup d'œil, c'est pas évident. Georges Mario Bergoglio a 76 ans, un poumon en moins, il vit seul dans un F2 et prend le métro pour se déplacer. Alors, pas vraiment le profil du super-héros qui va changer la face du monde. Mais s'il ne paye pas de mine, Bergoglio a des idées bien arrêtées. En 2009, il a déclaré que la pauvreté était une violation des droits de l'homme. Selon lui, il n'y a pas que la violence, la dictature et le terrorisme qui sont des atteintes aux droits de l'homme. Il faut aussi ajouter les structures économiques injustes qui augmentent les inégalités et la pauvreté. Bref, le nouveau pape considère que les patrons, les banquiers, les traders sont quasiment des terroristes. Tu peux trembler Wall Street, tes jours sont comptés. Le problème, c'est qu'on voit mal comment le pape pourrait avoir une réelle influence sur le fonctionnement de l'économie mondiale. Ben quand même, faut se méfier. En 78, quand Jean-Paul II a été élu, son objectif était de combattre le communisme. Sur le coup, tout le monde rigolait. L'URSS était une super puissance militaire, alors que le Vatican n'est qu'un micro-État défendu par des gardes suisses qui portent encore des hallebardes. Résultat, 10 ans plus tard, c'était la chute du mur de Berlin, et de nos jours, à part en Corée du Nord, il n'y a plus vraiment de régime communiste. Alors, si le pape François rencontre le même succès dans sa lutte contre le capitalisme, ben ça veut dire que dans 10 ans, le monde sera libéré de la dictature de l'argent. Alléluia! Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bruno Roger Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur sur le site Le Plus du Nouvel Obs. On vous retrouve aussi régulièrement sur iTélé, Europe 1 et Radio Classique. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors Gilles, vous avez réglé vos problèmes de traduction à TF1 ? Oui, c'était un peu compliqué. Oui. C'était un peu compliqué. L'italien n'est pas vraiment une langue rare, mais ce que j'ai appris à la faveur de ce léger dysfonctionnement, c'est qu'on a beaucoup de mal à trouver des interprètes hommes. C'est un métier qui s'est féminisé. Ouais. On a eu du mal à trouver un homme, mais c'est vrai. Et voilà. Alors ce pape, donc, à Buenos Aires, il vit dans un F2, il voyage en bus, et à Rome, j'ai appris qu'il avait payé de sa poche la chambre qu'il occupait à la maison Sainte-Marthe, donc pendant le conclave. C'est terrifiant, c'est de la démagogie. Mais pas du Je veux tout. dire, on n'a pas envie d'un pape normal, quelle horreur et tout. Ah non, 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 mais il y a un côté de De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle, il payait l'électricité à l'Élysée, De Gaulle, et il voulait qu'on éteigne les lumières le soir. Et il payait les repas qu'il offrait à sa famille. Oh là là. C'est autre chose que ta Kédine, là. Oh, pardon. C'est pas sympa. Non, c'est pas sympa, mais c'est vrai. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que ce pape peut avoir contre le libéralisme la même efficacité que Jean-Paul II contre le communisme? À peu près autant, je veux dire, quand François Hollande dit les banques, tout ça, c'est fini, c'est mes plus grands amis. Tu penses qu'il n'y a aucun espoir? Évidemment. Comme un frère. Non, mais... Faut laisser On fait aller. des bisounours, enfin, c'est des jolis mots, tout ça. Non, mais quand il était cardinal et quand il était évêque à Buenos Aires, il s'était élevé contre ce qu'il appelait les excès du néolibéralisme. Oui. Donc je pense pas que Et il aura une Clio comme papa mobile. Ouais. Voilà, mais je ne suis pas certain que ce soit un gauchiste échevelé. Il y a toujours deux visages de l'Église et finalement, ce pape-là, le pape François, c'est génial de ne pas avoir choisi un numéro parce qu'on est toujours obligé de dire le pape François. Le pape François, c'est très fort. Oui, Parce que François Ier, c'est tellement ridicule que Ne tu dites vois, pas on le peut Père pas. François, Bruno. Oui, voilà, ne confondons Pas de privauté, pas de familiarité. Oui. En tout cas, c'est intéressant parce que effectivement, sur le plan des mœurs, ça ne va pas être ce qu'on appelle un progressiste et un conservateur. Donc effectivement, le mariage catholique sera toujours celui d'un homme et d'une femme. La question du préservatif restera telle qu'elle a été définie. Ça ne bougera pas. En revanche, ce qui est quand même frappant, et c'était déjà le cas sous Benoît XVI, dès qu'on parle social, l'Église, conformément à sa tradition, est toujours du côté des plus démunis et des plus pauvres. Mais Jean XXIII l'était, tous les papes l'ont été, tous ont fait le sketch, tous. Non, c'est pas forcément un sketch. Quand il y a eu le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, l'Église catholique, par la bouche de Benoît XVI lui-même, a quand même fait savoir qu'elle n'approuvait pas. Et ça a conduit François Fillon, à l'époque, à prendre modérément, mais certainement, ses distances avec ce discours. Donc quand l'Église va sur le terrain social, elle est toujours écoutée. Et ça joue un rôle beaucoup plus important que ce que tu sembles croire. D'accord, mais quand on parle de pape progressiste Jean XXIII, il y a eu des conciles, tu vois, je veux dire, après, il y a eu des prêtres ouvriers, il y a eu plein de changements. Je veux dire, bon, dans l'Église et tout, lui, il fera rien. Non, mais on n'en sait rien parce qu'on ne le connaît pas. Ce qu'il fera. Voilà. Il a parlé, il a dit. Mais il y a une posture sociale il vient d'arriver, qui est intéressante. Le fait de prendre François comme nom de pape en référence à François d'Assise, qui était une révolution de l'Église par la pauvreté, par l'ascèse,
comme Ignace de Loyola. Pourquoi ça serait pas François Ier, jésuite? la Renaissance? C'est un signe. Ce qu'on a du mal à expliquer aux téléspectateurs, c'est l'influence morale, sociale, politique que peut avoir un pape. Parce que pour la plupart des gens, c'est un peu hors sol. Mais au début du siècle précédent, il y avait un pape qui s'appelait Léon XIII, qui a fait une encyclique qui s'appelait Rerum Novarum, et qui n'était pas uniquement pour les gens qui étaient férus de religion. De ceci est sorti ce qu'on a appelé les cathos de gauche, les cathos sociaux. Le sillon de Marc Sangnier. Et de ceci est sorti un syndicat qui était la CFDT, la CFTC, qui ont encore... Les Jeunesses ouvrières chrétiennes. Les Jeunesses ouvrières chrétiennes. Jacques Delors et plein d'autres. Donc, c'est intéressant de tirer ce fil-là entre un esprit pur, pourrait-on dire, d'un pape, et puis ce qui peut se passer en France, en Allemagne, en Italie, sur le champ politique et syndical. Dans le sillon de ce que vient de dire Gilles, il ne faut pas oublier que Léon Blum, grand socialiste, considérait, après la Seconde Guerre mondiale, que l'Église était une internationale, pas ouvrière, mais en tout cas sociale, avec laquelle les socialistes devaient travailler. Donc ce pape, Mustapha? Alors moi, je rêve d'un pape musulman un jour. Tu vois, papa mobile, ça sera une 504 break. Alors, il y a eu un certain nombre de papes arabes. Oui. Il y a eu entre 730 et 741. Le premier pape non européen depuis 1300 ans, c'est François. Oui. Mais entre l'an 730 et l'an 741, il y a eu beaucoup de papes qui venaient du Maghreb et le dernier était syrien, ce qui n'est même pas le Maghreb d'ailleurs. Il y a eu des gens qui venaient de Libye, de Cyrénaïque, etc. Il est trop fort ce boulot. Mais il y a eu également une papesse. Moi, il y a un truc que j'ai jamais vu et dont je rêve. J'ai jamais vu la papa mobile faire un créneau. Elle roule tout le temps, on l'a jamais vu s'arrêter. Je vais voir le mec galérer, tu vois. Mais comme c'est un pape hard, ça va être une Twingo ou un truc comme ça, tu vois, histoire de... Il y avait le choix entre le blindage et la marche arrière. Il y a un truc extraordinaire, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est le tweet qui a été envoyé le 11 février. Voilà, il est là. C'était le 11 février, donc Benoît XVI n'avait pas encore démissionné. Et la fille dit, bah, mon Jules a rêvé que le prochain pape s'appellerait François Ier. Elle le savait avant. Mais comment elle le savait? Elle a rêvé de François Hollande. Alors j'ai regardé les commentaires sur Internet, il y a des gens qui disent, bah oui, c'est Dieu existe, quoi. Donc, mais surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'elle le dit, le prochain pape s'appellera François Ier parce que parce que Benoît va renoncer. Ouais. Parce qu'il y a une prescience incroyable, ou alors ce qu'on appelle en anglais un hoax, c'est-à-dire un truc bidon qui a été inventé, un fake. Alors, attendez, on y a pensé. Ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, en fait, c'est qu'elle fasse le même tweet avec tous les noms possibles et qu'elle efface, évidemment, tous les autres. Ouais. Sauf que François, franchement, quand vous faites la liste des noms de papes, il n'y a pas François. Ça n'a jamais existé. Ben, ça n'a jamais existé. Et des papes démissionnaires, il n'y en a pas eu depuis 1274. Voilà, donc ça fait quand même un bail. C'est incroyable. Ouais. Ça, voilà, vous qui êtes un esprit voltairien comme ça... ça doit vous ébranler quand même. C'est comme les miracles à Lourdes, parce qu'à Lourdes, il y a vraiment des miracles à Lourdes. Il y a aussi d'autres miracles qui me sidèrent. C'est par exemple, je vois tous les bouffeurs de curés traditionnels, Mélenchon, le Front de gauche, les athées, l'ultra-gauche, qui sont toujours les premiers quand il se passe quelque chose comme ça, notamment l'élection de la à se précipiter pour dire voilà ce que le pape doit faire s'il veut être un vrai pape catholique. Et ça, j'adore. Les bouffeurs de curés qui d'un seul coup... Mais vous ne répondez pas à ma question. Le voltairien que vous êtes, comment peut-il s'accommoder de ce tweet? Mais je m'en accommode très bien. Vous savez, je suis un agnostique spiritualiste, donc ça me convient. Ah, d'accord. Vous êtes un peu comme Mitterrand. Et voilà, je crois aux forces de l'esprit. Et vous, Gilles? Je suis sidéré. Je pense que Yolanda doit avoir une sorte de présence. C'est le docteur Spock de la chrétienté. Elle doit voir dans l'avenir. Je ne sais pas. Je trouve ça incroyable. Si elle peut prévenir, je sais pas, l'épaisseur de votre compte en banque dans un mois, ou j'espère. Vos chances de devenir pape pour succéder. Michel, comment vous accommodez de ça? Difficile de réagir face à ça, voilà. C'est vrai, c'est très étonnant. Et toi? Avec mon côté gothique, ça me paraît tout à fait normal. Prévisible. Mais c'est marrant, ce mélange aujourd'hui entre la technologie et la religion. Moi, j'ai visité une église il n'y a pas longtemps. Et il y a le Wi-Fi à l'église. Ouais. Donc on peut même pas dire Dieu nous entend pas, il a du réseau. Il passe quelque chose. Tu vas dans les églises, toi? Exactement. Qu'est-ce que tu vas faire dans les églises? Bah, je sais Piquer pas. Piquer les troncs. Sur des bougies, tout ça. Ce qui est terrible, c'est que les orgues ne marchent plus dans les églises. Ils te passent, tu vois les trucs sur les enceintes, je citerai pas la marque pourrie, tu vois, et tu as les orgues sublimes qui ne marchent pas, qui sont toujours en panne, tu essayes de rencontrer le responsable, parce que je suis passionné par les grandes orgues et tout ça. Il n'est jamais là, le mec, ça marche jamais, c'était... Bon, Bruno, si vous deviez dire quelque chose au pape comme ça, vous lui diriez quoi ce soir? N'ayez pas peur. Jean-Paul II. Si tu devais dire quelque chose au pape? Bah, il n'a plus qu'un poumon, donc j'aurais pas le temps de dire grand-chose. Qu'est-ce que vous lui diriez au pape? Je trouve qu'il a démarré merveilleusement bien. Voilà. Ouais. Je trouve que le fait d'avoir montré cette humilité, cette proximité,
c'est un signe fort et je l'encouragerai à continuer dans cet esprit. Gilles, vous dites quoi au pape? Il nous regarde, il faut sans doute que vous bougiez parce que la concurrence est rude. Pas mal. C'est un peu comme TF1 et France 2, quoi. Ça rend meilleur. Et toi? Je dirais, fais un créneau pour voir. Merci. Merci Bruno d'avoir été avec nous. Gilles, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Denis Carré, le Psy français. A tout de suite. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Bonsoir l'éternel, bonsoir l'éternel. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Tabarot, de Patrick Edwin, de Mustapha Latraci, et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Psy. Alors, Denis Carré, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas Psy, vous êtes son sosie. Et vous nous raconterez à 20h les conséquences de cette incroyable ressemblance. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie. Bonsoir. Alors, une pensée émue pour cet automobiliste, ce naufragé de la route, coincé avec 2 enfants et qu'on a pu sauver. Et oui, la France est en crise, faute de moyens pour s'acheter un frigo, les gens sont réduits à profiter de la météo pour tenter d'assassiner leur mioche. Oui, car le drame majeur de la semaine, c'est de l'eau gelée. Dieu, trop occupé à se choisir un délégué terrestre, a par inadvertance mis la France au congèle. Résultat, politiquement, conséquence redoutable. Mercredi, alors qu'il avait arrêté de neiger depuis 24 heures, Jean-Marc Ayrault prévoyait, face à la neige et au verglas, encore 48 heures difficiles. Pauvre Jean-Marc, encore un peu, il nous donnera les coefficients des marées, les risques d'avalanche et l'horoscope. Ayrault qui appelle à la patience et à la vigilance. Moi, je n'en peux plus. Pourquoi dans ce pays, à chaque fois qu'il y a un nuage un peu chargé qui passe, j'ai l'impression d'être en maternelle? Je veux dire, c'est le genre de truc qui me donne envie d'être Premier ministre, tu vois. Moi, Premier ministre, je vois le blizzard qui arrive, je balance à la France entière. Demain, verglas et chute de neige. Surtout, n'oubliez pas vos tongs et vos paréos, tas de débiles. Alors, tu vois, les mecs qui font une cellule de crise, la War Room consacrée au grésil et au verglas, enfin, tu vois. Avec Hollande qui promet des mesures exceptionnelles. En temps de crise, on arrive à trouver exceptionnel le déploiement d'une pelleteuse et d'un chasse-neige. Alors, c'est que le début, hein. Je sens que Hollande va jouer les gros bras contre l'acharnement météorologique, vivement qu'il nous monte les crocs face à la canicule, contre le temps qui passe, le saignement des gencives quand on se brosse les dents, enfin tout le... Moi, personnellement, j'aime beaucoup les catastrophes météorologiques. Parce que sans catastrophe météorologique, aurait-on la chance de voir passer dans les yeux de Delahousse la menace soudaine que représente pour lui Laurent Romeshko? Pendant ce temps-là, à 1800 km, cet étrange rassemblement de des milliers de personnes se sont réunis place Saint-Pierre pour s'extasier devant un pot d'échappement braqué vers le ciel. Alors ça, c'est la force de la religion catholique, hein, créer de la ferveur grâce à l'évaporation d'un bain-marie. Ça vaut ce que ça vaut, mais un peu de galéjade de temps en temps, bien sûr, mes amis. Alors, bon, moi, j'étais très inquiet. 2 fois la fumée noire, puis ouf, la fumée blanche, le pape est blanc. Non, s'il vous plaît. Non, mais je dis ça, c'est pas... Un pape noir, c'est pas encore possible. L'Église n'est pas encore prête pour avoir un pape hétéro. Oh. Alors, je dis ça, beaucoup de catholiques vont dire que c'est complètement gratuit, c'est vrai.
Mais Dieu est amour et Dieu m'aime, donc faites pas chier. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est très pénible, ce procès en pédophilie permanent. On juge au lieu de comprendre. La pédophilie existe peut-être, mais n'est-ce pas d'abord un résultat de l'environnement? Avez-vous déjà vu le plafond de la chapelle Sixtine? Les seuls mecs à poil, c'est des anges. Alors, le pape s'appelle Jorge Mario Bergoglio. Hein, c'est le premier pape avec un nom d'avant-centre du Barça. Je dis tout ça, évidemment, j'aime beaucoup le pape, c'est quand même le digne successeur du surréalisme, c'est le seul type au monde qui est capable de se promener au milieu des guerres, de la misère et de la souffrance, tout en disant « Je vous annonce une bonne nouvelle, le Christ est joie ». Ouais. C'est à peu près autant d'intérêt que traiter un cancéreux aux huiles essentielles, mais enfin bon, passons. International, à Shanghai, des milliers de cochons morts sont repêchés au fil du fleuve. Après vérification, il s'agirait de la livraison qu'attendait Findus pour ses boîtes de maquereau à l'huile. Restons dans le comestible, si vous le voulez bien. Alors, c'est peut-être de l'intox, voire du botox. Les condamnés chinois exécutés se retrouvent dans des crèmes. Ah. Des crèmes pour la... Oui, oui. Bon, d'habitude, on met de la baleine et du phoque pour une fois qu'on recycle des vrais coupables. Eux, au moins, ils ont une vraie politique de répression. Lyon, à la ville, pas l'animal qui fait miaou, bien sûr, Lyon. Un homme qui jette de l'acide sur 3 prostituées. C'est quand même terrible, hein, les ravages de la malbouffe sur la qualité du sperme. T'as compris le truc? Ça souille, hein. C'est... Culture. Culture, donc télévision. Et je trouve que la qualité des programmes télé a fortement augmenté. Je suis tombé sur Confession intime, enfin un documentaire qui vous réconcilie avec l'idée qu'il faudrait donner des allocations familiales en priorité aux familles qui décident de ne pas avoir d'enfants. Bête et méchant, à votre service. Une bonne nouvelle peut-être? Bon. Le Figaro nous apprend que le tourisme en Syrie s'est effondré. Maintenant, plus aucune excuse pour ne pas aller aux Seychelles. Alors, elle est pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. Voilà. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Denis Carrère, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes né à Séoul, en Corée du Sud, comme Psy, mais lui, c'est le 31 décembre 1977, et vous, le 6 avril 1979. Alors, vous n'avez aucun souvenir, évidemment, de la Corée, puisque vous avez été adopté à l'âge de 3 ans par un couple de Clermont-Ferrand, les Carré. Vous avez été adopté pourquoi? Je pense que j'ai été abandonné, j'ai été adopté d'un orphelinat. D'accord. Alors, les Carré, Monsieur Carré est infirmier en unité psychiatrique et Madame Carré est secrétaire médicale. Alors, vous grandissez à Clermont-Ferrand. Alors, évidemment, à l'école, vous êtes le seul asiatique. Tout à fait. Une différence notable. Vous êtes même le seul d'une ethnie différente, en fait. Tout à fait. Alors, votre différence ne vous handicape pas du tout, au contraire, vous vous en servez. À la récré, vous montez sur une table en pierre, au milieu de la cour, et là, vous faites le mariole. Je me suis toujours dit, naturellement, que ma différence, autant l'utiliser plutôt que de la subir. Ouais. Et effectivement, j'ai toujours aimé être, on va dire, sous les feux de la rampe. Là, vous y êtes, là. Voilà. Et donc, effectivement, pendant la récré, je me souviens faire du one-man show. Et puis, il y a autre chose, alors, qui est assez incroyable, c'est que vous voulez être riche. C'est rare, les enfants qui veulent être riches très jeunes. Et il y avait une raison très particulière pour ça. J'ai toujours dit, et je me suis toujours mis dans la tête, je voulais être, à l'époque on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais président de la République, parce que cette personne doit être la plus riche du monde, ah oui. Et comme ça, je pourrais dire à ma femme qu'elle pourra avoir le choix de travailler ou pas. À l'âge de 7 ans, vous lancez dans un business de badges à 2 francs pièce et vous les vendez. À l'époque, il y avait ces pins, enfin ces badges jaunes avec le smiley, les 2 points noirs et le sourire.
Et ce que je faisais, c'était sur mes cahiers, je dessinais des cercles et j'allais, pendant la récré, demander à mes camarades de dessiner ce qu'ils voulaient. Le soir, je laminais ça avec le scotch gracieusement donné par mon père. Derrière, je mettais un morceau de carton, une épingle à nourrice gracieusement donnée par ma mère. Et le lendemain, je vendais ça 2 francs. Et voilà. Alors, à l'adolescence, vous vous tournez vers la musique. Là, vous voulez devenir chef d'orchestre. Tout à fait. La musique a toujours été une grande passion. Alors, les cours passent un petit peu après tout ça. Hein. Vous obtenez votre bac de justesse avec 10,03. C'est pas énorme, mais vous je le l'avez dis toujours, je l'ai eu. Oui, voilà. oui. Et alors, à la fac, quand vous étudiez l'anglais, vous décrochez complètement. Hein. Vous mettez 5 ans pour avoir le DUG, quand même. Oui, c'est ce qui est bien, mais pas top, comme diraient certains. Effectivement. Donc, on m'a mis à la présidence du bureau des étudiants d'anglais. Ouais. Et j'ai découvert l'univers de organiser les soirées, d'organiser les voyages, et voilà. Alors, en 2001, au cours d'un voyage étudiant en Irlande, vous décidez de vous expatrier dans ce pays et vous commencez très courageusement comme balayeur au rayon charcuterie dans un supermarché. C'était une expérience. Au moins, je peux dire, j'ai un peu touché à tout, à la viande et à autre chose. Et il n'y avait pas de cheval à l'époque. Hein. Ouais. Et donc, ça a été une première expérience, mais ça m'a permis d'apprendre la langue, d'apprendre le système. Ensuite, vous trouvez un job de téléopérateur dans un centre d'accueil. Alors évidemment, c'est la bonne époque, c'est l'époque du boom économique en Irlande, donc ça va très vite. Et bientôt, vous serez directeur de clientèle dans la société britannique de téléphonie O2. C'est là où je me suis rendu compte que l'Irlande et les pays britanniques en général a donné cette opportunité. À partir du moment où on veut, on peut. Ouais. Et il est toujours d'ailleurs très facile de grimper très vite. Alors, 4 ans plus tard, vous entrez dans une entreprise de services juridiques qui s'appelle Compliance and Risks. Et là, vous voyagez dans toute l'Europe. Enfin, ça marche très bien pour vous, en fait. C'était vraiment le moment où j'atteignais, on va dire, le sommet. Donc, au niveau salaire, au niveau avantage. C'est vrai que j'avais gardé mes petits coupons de tickets d'avion. Et en 2009, je me souviens, j'avais un total de 258 tickets d'avion sur 365 jours. Et puis, début 2011, vous décidez de monter une boîte de consulting dans le design et le luxe. Et là, c'est le fiasco total. Je me suis dit, ça s'arrête quand? Ça s'arrête là. Effectivement, ça a été la dégringolade complète. Ah, c'est horrible, vous perdez tout. Ça a été un moment de galère. Très difficile. Ça a été très très dur, puisque au fond de moi-même, je ne voulais pas abandonner. Et je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout. Donc j'avais 2 choix. Il me restait un peu d'argent pour pouvoir payer mon loyer, le loyer du bureau, plus assez pour payer le loyer tout court. Donc je me suis retrouvé pendant 5 semaines à dormir sur ma chaise et une table, à manger du burger à 1 €, cheval ou pas. Et là, j'ai vraiment connu le fond. Et pour moi, le plus gros échec aurait été de dire, bon, je rentre à la maison, c'est fini. Et je suis allé vraiment jusqu'au bout de... Vous ne vouliez pas aller voir vos parents, ça vous... C'est pas que je voulais pas aller les voir, c'est que au fond de moi, je disais, j'ai suffisamment de capacité, suffisamment de force pour y arriver. Et là, vous commencez à sortir avec des amis, effectivement, parce que vous ennuyez beaucoup. Et en septembre 2012, une copine de bureau vous montre une photo de Psy sur Internet. Elle vous dit, regarde, c'est fou comme il te ressemble, ce type. Mais vous ne faites pas vraiment attention à l'époque. À ce moment-là, je regarde la photo et je me dis, ah oui, effectivement, il y a une ressemblance, mais je dis, mais il est beaucoup plus gros, lui. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Ça s'arrête là, quoi. Et en fait, j'ai posté donc, cette photo sur un réseau social. Et là, plein de personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec Britney Spears et Simon Cowell? Voilà, c'est incroyable. Alors, le 15 septembre, vous devez aller voir Lady Gaga au Aviva Stadium à Dublin. Et là, un type se jette sur vous et vous dit, laisse-moi prendre une photo avec toi. C'était assez irréel. J'arrive dans le stade, j'avais exactement cette veste que j'ai depuis... ça fait plus de 2 ans que je l'ai, donc c'était bien avant. Merci. Et là, effectivement, il y a cette personne qui vient vers moi, qui fait hey, c'est toi qui a fait cette chanson Alors bon, je dis oui, pourquoi pas. Et est-ce que je peux prendre une photo? Pas de problème. Et voilà, c'était ma première expérience de photo. Mais à l'époque, vous ne savez même pas ce que c'est Gangnam Style, en fait. J'avais pas vu le clip, j'avais pas vu la chanson. Non, je ne savais pas du tout. Alors quand vous voyez finalement la vidéo de Psy, qui au passage a été vue 1,5 milliard de fois, vous dites putain, c'est vrai qu'il me ressemble. C'est vrai.
c'est vrai qu'il y a une ressemblance qui est assez marquante. Même si je me vois tous les jours dans la glace et je me dis non, franchement, je suis quand même plus beau. Non, je dis non, c'est pas, il y a une ressemblance. Il y a vraiment une ressemblance. Ce qui est incroyable en plus, c'est que vous vous habillez comme lui, mais sans le connaître, quoi. Déjà, inconsciemment, vous étiez une sorte de psy. Inconsciemment, il s'habille comme moi. C'est surtout ça. Alors après, vous faites un test avec vos copines, vous allez dans le club le plus branché de Dublin, qui s'appelle le Dices. Et là, quand il vous voit arriver, le DJ balance la chanson et 50 filles se jettent sur vous. Oui, c'était très dur. Surtout votre copine. Surtout ma copine. La copine, elle faisait la gueule quand même. Elle faisait la gueule. Ce qui a été le plus dur, je pense, pour elle, ça a été les filles qui lui demandaient « Hé, toi, je vous prends en photo ?» Et arrivé un moment, elle a fait la prochaine qui demande ça, je lui balance ma tarte dans la gueule. Alors, les videurs vous évacuent vers le carré VIP parce que vous êtes là. Vraiment, tout le monde se jette sur vous. Et à partir de là, c'est un petit peu comme dans le film de Xavier Giannoli avec Cadmerade qui s'appelle Superstar, ou dans le film de Woody Allen aussi, il y a ça. From with Love. Ouais. Et là, tout le monde vous demande des autographes toute la journée, sans vraiment de raison. Il y a même des gens, comme dans les films dont on parle, qui vous poursuivent partout. C'est vrai que c'est assez bizarre comme situation de se retrouver d'un coup, mais c'est vraiment d'un coup, poursuivi. Effectivement, j'ai eu des personnes qui m'ont suivi. Partout où j'allais, je me baladais sur Grafton Street, qui est la rue principale marchande de Dublin, avec des personnes qui me suivaient en espérant avoir une photo. Ouais. T'en as jamais profité avec les filles? Non. Parce que moi, en tant que sosie de Rachita, ça ne m'apporte rien. Mais est-ce que toi, t'en profites? Alors, vous en parlez à votre père, qui vous conseille de foncer. Il vous dit, écoute, quitte à te faire emmerder dans la rue toute la journée, vas-y. C'est maintenant qu'il y a de l'argent à se faire. Et là, vous envoyez donc une photo de vous à une agence de sosie à Londres. Et les mecs lui répondent, non, c'est votre photo à vous qu'on veut. C'est génial. C'est incroyable. Ça rappelle Chaplin, il y avait une espèce de soirée, une cérémonie des sosies, comme ça. Chaplin, le vrai Charlie Chaplin, il va. Et il y a une trentaine de Chaplin. Et il y va, le vrai, il va. Et il arrive 6e. Ouais. C'est une vraie histoire. Ouais, voilà. Et donc, ils vous signent le contrat, évidemment, tout de suite, quand vous leur dites que c'est vraiment vous, que c'est pas Psy, quoi. Et vous vous retrouvez donc à l'affiche d'une soirée organisée par Samsung. Et là, c'est le début de la gloire, quoi. C'est la première fois où on me paye le voyage, où on me paye l'hôtel, où on me paye tout. Et on me paye en plus pour faire, entre guillemets, le guignol pendant 3 minutes, prendre des photos avec tout le monde et puis boire après avec tout le monde. Ah oui. Voilà. C'est un bon job. C'est un très bon job, oui. Et alors, le plus drôle, c'est quand vous dites aux gens que vous n'êtes pas le vrai Psy, ils vous disent « Ah, tu dis ça pour qu'on te laisse tranquille ». C'est extraordinaire. Et c'est vrai. J'ai une personne, je me souviens, qui était justement dans cette soirée et qui, en fin de soirée, me fait « Alors, il y a une rumeur qui court comme quoi vous seriez un sosie. » Et on m'avait dit de ne rien dire. Donc, j'ai enlevé mes lunettes. Voilà. J'enlève mes lunettes. Et elle me fait « Oh, mais c'est vraiment toi !» Et les gens vous demandent de montrer votre passeport, en fait. J'ai eu le droit à ça. J'ai eu le droit à ça récemment pendant une Fashion Week à Barcelone, où des personnes m'ont attendu jusqu'à la fin de l'événement. Ils sont venus vers moi prendre des photos et m'ont demandé une photo. Et je leur ai dit, parce que bon, j'en avais un peu ras-le-bol à ce moment-là, je fais « Mais vous savez que je ne suis pas Psy ». Et là, il y a une fille qui me regarde étonnée. Je fais « Non mais, vous avez un pass VIP, vous êtes forcément Psy ». J'ai fait « Non, je ne suis pas Psy ». Fait, vous avez votre passeport avec vous, vous pouvez le prouver. Qu'est-ce que je peux dire face à ça, quoi. Je pouvais rien faire, donc j'ai fait bon. Et puis il y a une personne qui a dit bah, Psy ou pas, je veux une photo avec vous. Voilà. D'accord. Mais moi, on fera une photo ensemble après. D'accord. Alors aujourd'hui, ça marche très bien parce que pour certaines soirées, vous prenez quand même 10 000 €. Hein. Oh. Tu peux racheter la Corée avec ça. Hein. Alors c'est vrai que c'est un changement de vie, tant au niveau du salaire, aussi au train de vie, c'est certain. Mes cachets, grâce à mon agent, ont monté déjà depuis le début. Et voilà. Alors vous rêvez de rencontrer le vrai Psy pour le remercier d'avoir changé votre vie. Effectivement, le changement de vie, c'est une chose, mais il y a aussi je pense qu'il a fait quelque chose de plus que simplement avoir fait un buzz. Parce qu'il a quand même rassemblé des personnes sur une langue que peu de personnes ne parlent ou ne connaissent, même moi je ne la parle pas. Et tout le monde se met à danser tout autour du monde sur cette chanson-là et tout le monde est content en fait.
Donc j'aimerais lui dire merci pour ça. Et effectivement, j'aimerais lui dire, bon, maintenant, qu'est-ce que ça te fait d'être mon sosie? Bravo. C'est cool, non? Ah mais il lui ressemble vraiment beaucoup. Si tu croises le vrai, il va te regarder, il va se recoiffer à un moment donné. Et 10 000 €, c'est tout le temps ou pour une circoncision, tu peux éventuellement... Pour les bar mitzvahs, il fait des prix. Merci. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Michel Tabarot, secrétaire général de l'UMP et député maire des Alpes-Maritimes, Gilles Boulot, du lundi au jeudi aux commandes du 20h de TF1, Patrick Delisle pour Vénéneuse chez Flammarion, excellent, bravo, merci. Mustapha El Atrassi sur scène au théâtre Trévise et le DVD du spectacle, toujours dans les bacs. Toujours. Bruno Roger Petit, dont on retrouve les chroniques sur le site Le Plus du Nouvel Obs, et Denis Carré. Ça y est, merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Made in Groland. Et pour les abonnés, à 20h55, Love and Secret avec Ryan Gosling. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blaco, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.